Soyez bienvenus, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro d'International. L'invité aujourd'hui, un pays. Il s'agit d'Haïti. Le président de la République d'Haïti est sur le plateau d'International. Michel Martelly, merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions à vous poser sur l'île, sur son état 5 ans après, sur la situation politique, culturelle, économique de l'île. Et j'aurai le plaisir de vous interroger en compagnie de Sophie Malibaud de Radio France Internationale et de Claude Paranagua du quotidien Le Monde. Peut-être peut-on revoir quelques-unes des images avant de vous entendre, Monsieur le Président, sur ce qui se produisait il y a 5 ans, émotion internationale, et on a le sentiment que depuis, d'une certaine façon, eh bien, Haïti ne fait plus la une des journaux. Est-ce à dire que vous avez moins besoin d'aide internationale? Retour sur ce séisme. Il est 16h53, ce 12 janvier 2010, une fin de journée normale à Port-au-Prince, quand soudain... Ces soldats brésiliens de l'ONU filment avec leur téléphone l'apocalypse, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, la plus grande catastrophe naturelle jamais vécue en Haïti, emporte en quelques minutes la vie de plus de 230 000 personnes. Dans les jours qui suivent, des milliers de gens se retrouvent sans abri. Lentement, trop lentement, l'aide humanitaire se met en place. Des camps de réfugiés provisoires sont installés aux 4 coins du pays. Certains ne disparaîtront jamais. Mais une autre catastrophe se prépare. Alors que la saison des pluies démarre et que les ouragans viennent fragiliser l'île, les maladies se propagent dans les camps aux conditions sanitaires déplorables. Parmi elles, le choléra qui prend de court le corps médical. Nous sommes ici depuis 2 semaines. Au début, nous avions 20 admissions par jour. Mais ces derniers jours, on comptabilise 200 cas quotidiens. Une nouvelle crise humanitaire qui cristallise le mécontentement des populations face à des autorités accusées d'incompétence et de corruption. La fraude avérée lors du premier tour des élections présidentielles, qui se déroule en novembre 2010, embrasse tout le pays. Michel Martelly, le chanteur populaire, l'idole de toute une nation, est écarté du second tour. Ses partisans descendent dans la rue au cri de tête calée, crâne chauve, son surnom. Finalement, face à la poussée de la rue, Martelly est remis en selle pour le second tour. Le problème, c'est l'argent. Où est passé l'argent? Où est passée la BMW? Chante Martelly contre la corruption. Il est facilement élu dans la foulée. Je serai le président de tous les Haïtiens sans exclusive. Ensemble, nous marcherons unis pour le drapeau, pour la patrie. Avec ce jeune président plutôt libéral mais proche du peuple, Haïti pense avoir tourné la page de la malédiction. Mais le pays tarde toujours à se reconstruire. Le premier État noir à s'être libéré du joug colonial, français en 1804, grâce à son héros national Toussaint Louverture, le symbole de la lutte contre l'esclavage, a aussi été pillé de ses richesses naturelles. Il ne s'en est jamais vraiment remis, en perpétuelle instabilité politique depuis. La mort en octobre dernier de Jean-Claude Duvalier, l'ancien dictateur, rappelait l'époque sombre, pas si lointaine, de la répression. Et Michel Martelly, qui est présent sur ce plateau. Monsieur le Président de la République d'Haïti, merci d'être avec nous. On voit 5 ans après ce drame planétaire, ce séisme, émotion, de quoi votre pays a-t-il besoin? A-t-il besoin de fonds, peut-être ce que vous seriez venu chercher, ou de confiance pour que des investisseurs, pour qu'une aide se déploie encore dans votre pays aujourd'hui? Quelles sont les urgences? Là où l'urgence est partout. D'abord, je tiens à te remercier, Philippe, de permettre à la République d'Haïti de s'exprimer, de dire merci à la solidarité des partenaires et ensuite nous permettre de mieux nous faire connaître. Et ce dont on a besoin, c'est plutôt la solidarité, comme je le dis, pas l'argent comme on l'a fait par le passé. Il y a assez d'argent aujourd'hui en Haïti pour tout construire? Je dirais, pour commencer, que les idées valent plus que l'argent. Déjà, le fait, la mauvaise gouvernance nous prive de bonne gestion d'argent. Donc, ce n'est pas l'argent, c'est la capacité, c'est le sérieux, ce sont les projets, les idées. Donc, c'est pour ça qu'on ne demande pas de l'argent, qu'on propose un partenariat, on offre des opportunités
un joint venture pour que ensemble on puisse arriver à faire ce travail. Mais les infrastructures font toujours défaut. Il y a des villages de tentes, il y a des baraquements. C'est toujours la réalité de votre pays? C'est pas totalement vrai parce qu'au niveau des tentes, par exemple, arrivé à la présidence, on avait 1 500 000 gens qui vivaient dans les rues. Aujourd'hui, on en a moins que 40 000. Ça veut dire que 95% de ces gens ont été relogés. Certainement, 40 000, c'est beaucoup. Mais il faut comparer ce qui a été fait par rapport à ce qui reste. Et on continue. Et je souhaite que d'ici la fin de mon mandat, il n'y aura plus de gens à vivre sous cette tente. Vous voulez dire que... Sophie Malibaud, RFI. Vous voulez dire qu'en l'état actuel, votre pays ne peut pas absorber l'aide qui a été promise au moment du séisme? De l'aide qui a été promise, on en a reçu à peu près qu'un tiers, à peu près 4 milliards sur 12 milliards de promis. Et en plus de ça, aujourd'hui, on n'a rien à montrer pour ces 4 milliards parce que n'ayant pas la culture du tremblement de terre, n'ayant pas un plan pour répondre à cette catastrophe, on a utilisé, les ONG, les partenaires, ils ont utilisé cette somme pour nous aider à survivre. C'était une question de nourriture gratuite, d'eau gratuite, de grands bateaux qui sont venus et qui ont sauvé des vies. Mais c'est après qu'on a reçu la facture. Donc tout ça est rentré dans ces 4 milliards. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui a été bâti avec ça, qui a été construit avec ces fonds. Donc c'est pour vous dire que ça nous a fait quoi? On s'est dit, bon, il y a pas vraiment, la reconstruction n'a pas vraiment commencé et on ne peut pas dépendre tout le temps de l'aide. Donc il va falloir qu'on change de mentalité. Et c'est pour ça que depuis l'époque de la campagne, je disais, avant de savoir comment ça allait se passer, que la reconstruction n'avait pas seulement à voir avec les bâtisses, les routes, tout ça, les édifices, c'est surtout la mentalité. Il faut rebâtir l'homme haïtien, l'âme haïtienne. Michel Martelly, il y a un terme qui est né de cette situation, c'est le terme ONGisation. Ce qui veut dire que les ONG font leur boulot parcellaire, mais qu'il n'y a pas une vision, un appareil d'État qui structurerait tout ça, qui construirait au fond les axes importants. Faillite d'un État, les ONG font au mieux. Est-ce que votre État, aujourd'hui, est à la hauteur de la situation? Les partenaires par le passé ont préféré utiliser les canaux des ONG pour construire, pour aider Haïti. C'est une défiance de l'État? Certainement, basée sur le fait que l'État était corrompu par le passé. Et jusqu'à présent, puisque la corruption aussi, c'est une mentalité. Quand c'est partout, c'est difficile à atteindre. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est corrompu. C'est quand on le découvre qu'on peut agir. Elle existe encore, la corruption, aujourd'hui, dans votre pays? Certainement, certainement. Et elle existe un peu partout, la corruption. Il s'agit d'identifier les corrompus. Il s'agit de faire comme on le fait, passer des lois sur la corruption, sur le blanchiment, et renforcer les unités qui luttent contre la corruption, renforcer la justice, la police, pour que les corrompus soient punis et pour les décourager et gouverner, par exemple, aussi. Justement, donc il n'y a toujours pas d'armée dans votre pays. Il y a encore des forces onusiennes, la MINUSTAH. Jusque quand est-ce que vous estimez que ces forces onusiennes doivent être présentes sur le terrain? Il est prévu que ces forces s'en aillent d'ici, commencent un retrait graduel d'ici juin 2015. Mais question de préserver les acquis de ces 10 dernières années, puisque ça fait quand même 10 ans que ces forces sont là. J'ai proposé au secrétaire général Ban Ki-moon d'attendre les élections présidentielles qui auront lieu d'ici novembre pour s'assurer qu'en cas de chaos, puisque pour certains, c'est le chaos qui devrait régner pour qu'eux, ils aient une chance. Pour vous, quelles sont les conditions? Quelles conditions devraient être remplies pour que Haïti assume sa sécurité? Nous sommes en train de faire notre boulot. Premièrement, nous renforçons la PNH. Chaque année... C'est-à-dire la police nationale d'Haïti. Chaque année, plus de 1500 nouveaux officiers sortent de l'académie. Et d'une part, et d'autre part, nous avons pu convaincre les partenaires d'Haïti à travers la Junte interaméricaine de défense, la JID, une instance de l'OEA, pour qu'elle nous aide à monter notre livre blanc qui constitue la doctrine, l'essentiel d'une force de défense qui soit crédible pour que nous ayons une force parallèle à cette police qui jouerait, complémentaire à cette police, qui jouerait le rôle que joue aujourd'hui la MINUSTAH. Paolo Paranagua, Le Monde. Changer les mentalités, certes, mais on a l'impression qu'il faut aussi reconstruire les institutions. Or, depuis que vous avez été élu dans des conditions un peu controversées, il n'y a plus eu d'élections en Haïti. Comment
Est-ce que les citoyens peuvent choisir, peuvent s'exprimer si les élections législatives ont été ajournées? Comment expliquez-vous cette situation? D'abord, pour parler de renforcer l'institution, je suis le seul à le faire. Arrivé au pouvoir, la Cour de cassation avait 12 juges. Sur 12 juges, il y en avait 6, ce qui rendait la Cour dysfonctionnelle. J'en ai nommé les 6 autres. Et aujourd'hui, à cause d'un décès, ils sont 12. Donc aujourd'hui, cette Cour est fonctionnelle. J'ai mis sur pied le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui aurait dû exister depuis des décennies, mais qu'on a hésité à monter, parce que ce pouvoir confère au pouvoir judiciaire son indépendance. Et c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis sur pied... L'indépendance de la justice, elle est aujourd'hui toujours contestée. Bon, entre le dire et le faire, il y a toujours une différence. La chose, c'est que l'institution existe. Maintenant, tout ça, c'est un apprentissage, comme la démocratie. Ça va prendre du temps. Aujourd'hui... Ça va prendre combien de temps encore pour des élections? Parce que c'est ça que les gens réclament dans la rue. Est-ce que vous avez un calendrier pour les élections? Laissez-moi vous dire. Je suis à mon 5e conseil électoral. Un conseil électoral, il fait quoi? Il fait les élections. Premièrement, j'ai mis sur pied le conseil électoral permanent, qui aurait dû exister depuis 1987. L'opposition a forcé que je me rétracte. Pourquoi? Parce que pour qu'ils aillent aux élections, il fallait que je me rétracte. Ils ne veulent pas du conseil électoral permanent, qui est une institution prévue par la Constitution. Donc, j'ai accepté parce qu'il fallait aller aux élections. Après avoir accepté, maintenant, quand ils ont vu, ils ne pensaient pas que j'allais accepter, quand ils ont vu que j'ai accepté, maintenant, ils me disent, il faut changer les membres. Je dis, pas de problème, on change les membres. J'ai changé les membres. Non, il faut une autre institution. La dénomination n'est pas bonne. J'accepte, on change la dénomination. Et puis, je suis à mon 5e. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas votre responsabilité si les élections ne se tiennent pas en Haïti. Permettez, l'État haïtien est composé de 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif, le judiciaire et le législatif. L'exécutif s'assure de la bonne marche des institutions et décaisse les fonds, et crée l'ambiance. Le législatif vote la loi électorale. Ça veut dire que cet outil dont on a besoin pour aller aux élections, cette loi électorale, si elle n'est pas votée par le Parlement, il manque quelque chose. D'accord. Donc, vous ne savez pas quand auront lieu les élections, Monsieur le Président. Vous nous dites que vous n'êtes pas en mesure de nous dire quand auront lieu ces élections. Je peux vous dire que si les élections n'ont pas lieu d'ici le 12, le 12 janvier 2015, oui. Ce qui va nous amener à un dysfonctionnement de la Chambre, du Parlement. L'article 136 de la Constitution prévoit que le président est garant de la bonne marche des institutions. Oui. Ce n'est pas un article qu'on utilise quand tout marche. Aujourd'hui, les institutions sont en place. C'est aux institutions de faire leur boulot. Certains estiment que vous traînez des pieds et que, en fait, vous attendez d'en arriver à ce stade où vous pourrez, en fait, gouverner par décret. Si l'argent est débloqué, l'institution, le CEP est mis en place, l'exécutif n'a plus rien à voir que de convoquer le peuple en ses promesses quand le CEP a ce outil électoral qui est la loi électorale et qui n'existe pas d'ailleurs. La preuve que je veux aller aux élections, c'est qu'une fois qu'on arrivera à un dysfonctionnement, ma première décision sera de convoquer les élections. Donc vous attendez déjà d'arriver au dysfonctionnement. Vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas l'éviter. Je suis peut-être à mon 4e dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. Est-ce que c'est un vrai dialogue ? Un vrai dialogue. Un vrai dialogue. D'ailleurs, la preuve, on m'a demandé un gouvernement d'ouverture, j'ai envoyé des ministres, j'ai ouvert à l'opposition. On m'a à chaque fois demandé un nouveau conseil, je l'ai fait. Donc, Michel Martelly, vous nous dites, si les élections n'ont pas lieu, je n'y peux rien en tant que président. Non. Et le moment venu, je les organiserai si on est en crise. Je n'y peux rien en ce moment, parce qu'un pouvoir que je n'ai pas, c'est de forcer le Parlement à voter. D'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ils n'ont pas voté non à la loi électorale. Ils ne tiennent pas de séance. Donc là, ça vous dit tout simplement que c'est une idée de blocage de leur part. Ce n'est pas une idée de ne pas accepter un article ou... On ne va pas faire de droit constitutionnel, mais il y a des manifestations de rue. Vous dites, au fond, ce n'est pas de ma faute. Il y a des manifestations qui contestent cette situation. Vous dites, la balle n'est pas dans mon camp, quoi. Les manifestants vous sortent même le carton rouge. Je vous dirais tout simplement que, les protestations... c'est un outil démocratique. Donc, il n'y a rien de mal avec les protestations. Deuxièmement, dans ces protestations, il y a de ces parlementaires qui refusent de voter la loi et maintenant qui demandent les élections. Donc là, moi, je me perds. Et pourquoi il y a des manifestants en prison, alors, si c'est leur droit de manifester? Je ne suis pas au courant qu'il y ait des manifestants en prison. La loi prévoit qu'on peut manifester, mais il faut éviter la violence. Maintenant, s'il y a des gens
qui font du désordre et qu'il y a des poursuites contre ces gens, ça c'est à voir avec le pouvoir judiciaire. Le président n'arrête pas un manifestant, le président n'a rien à voir. Au contraire, je supporte. Vous savez qu'Haïti est devenu... Les informations qui sont parues dans la presse locale, en Haïti, la presse évoque une vingtaine d'arrestations. Vous le contestez? Bon, je ne suis pas les questions d'arrestation. Nous avons laissez-moi vous dire. Ça n'est pas grave s'il y a des prisonniers politiques en Haïti? Si on a des prisonniers politiques, je saurai. Si ce sont des prisonniers politiques, ça sortira peut-être de mon mouvement. Donc, puisqu'il n'y a pas, il n'y a rien qui sorte de mon mouvement, là, il n'y a pas de prisonniers politiques. Moi, les réflexions que je fais et quotidiennement, ce sont des questions profondes. L'état de droit, par exemple, c'est aussi le droit pour l'enfant d'aller à l'école. Et c'est ce que je fais. Arrivé à la présidence, 85% des écoles étaient des écoles privées. Aujourd'hui, grâce à mon programme d'éducation gratuite et universelle, 1,7 million d'enfants sont à l'école gratuitement. Dans un pays pauvre comme Haïti, le transport de ces enfants à l'école est gratuit aujourd'hui. Donc c'est ça les vrais problèmes. Parce que quand j'ai parlé de reconstruire Haïti, c'est reconstruire l'homme haïtien, la mentalité haïtienne. Maintenant, s'il y a des gens qui font du désordre, il faut pas confondre l'anarchie et la démocratie. On n'a fait que détruire. Et c'est ce qui fait que Haïti soit dans cet état aujourd'hui. Et il faut prendre du temps pour réfléchir et se dire, au moins, il faut protéger ce qu'on a. Monsieur le Président Martelly, si jamais la situation dégénère dans la rue, est-ce que tous ces efforts que vous fournissez sur le terrain de la santé, de l'éducation, ne risquent pas d'être remis à néant? Une protestation dans la rue, même si elle est hebdomadaire, quand il s'agit de 500 personnes, quand il s'agit de 1000 personnes, ça ne représente pas une population. Tout comme avoir été élu à 67%, ça voulait dire tout simplement qu'il y avait au moins 30% de la population qui ne supportait pas le président. Ce n'est pas l'image d'une démocratie en panne en Haïti aujourd'hui, face à cette situation? Mais la démocratie, on l'avale pas en un jour. On est passé d'un système dictatorial à la démocratie en une nuit, sans un apprentissage, vous savez, et les Haïtiens ont confondu la démocratie avec l'anarchie. On a tout détruit après. Un pays qui n'a pas les moyens pour se construire, et à chaque fois qu'on renverse un président, à chaque fois qu'un président s'en va, on écrase. Quand est-ce qu'on va commencer à... Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tradition de gouvernance aussi terrible, presque dictatoriale? Quand on revisite ces dernières décennies, il n'y a pas une gouvernance dont on peut se dire elle répond à un certain nombre de critères de loyauté et de respect de sa population. On ne va pas reparler des Duvalier ou d'autres, ou de Titide, mais il y a quand même une situation très complexe. Je dirais que nous faisons la différence. Aujourd'hui, Haïti est classé 47e après les États-Unis dans les questions de liberté de presse. Ça veut dire beaucoup pour moi. Et je dois vous dire que c'est parce que je suis victime et que je l'accepte. Parce que je comprends que la liberté de presse, c'est un outil de la démocratie. Et je veux le préserver. Maintenant, Jean-Claude Duvalier est décédé, mais est-ce que vous n'avez pas envoyé un message assez peu clair sur ce personnage qui a quand même été responsable... Il n'a pas été jugé, il n'aura jamais été jugé. ...de violation des droits de l'homme. Il est décédé de sa belle mort. Voilà, il n'a pas été jugé. Il y a toujours des plaintes. Est-ce que les plaintes vont pouvoir... Est-ce que la justice va continuer son travail? Le président n'a pas été jugé. Le président Martelly ne juge pas. Donc là, il faut voir avec la justice. Une institution qui, elle aussi, est faible. Il faut l'admettre. Les institutions sont faibles en Haïti. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de les renforcer. Et plusieurs gens ont tenté de m'influencer pour me dire il faut le juger. Mais déjà, me demander ça, c'est me demander de m'ingérer dans les questions de justice. Vous savez, c'est à la justice de faire son travail. Là, maintenant, le président est décédé et on me dit qu'il n'a pas été jugé. Ben, c'était pas à moi de le juger. On me dit que... Est-ce que vous comprenez le sentiment des victimes? Est-ce que vous comprenez que les victimes ont besoin de vérité et de justice? Est-ce que vous pensez que du point de vue de la réconciliation de la société avec son histoire, juger Duvalier aurait été important? Certainement, c'était à la justice de le faire. Et c'est pour ça que, président de la République, même quand l'institution, la présidence, reconnaît que c'est un président qui est mort, on n'a pas fait de funérailles officielles parce que Duvalier en lui-même, c'est un sujet qui divise les Haïtiens. Aujourd'hui, pour nous, l'idée, c'est de réconcilier les Haïtiens, qu'on s'unisse pour rebâtir notre pays. Merci Michel Martelly. Nous avons une courte pause d'actualité. On vous retrouve dans exactement 1 minute 30.
Retour international sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, en collaboration avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Michel Martelly, donc le président de la République d'Haïti. On vient de voir dans cette actualité le départ, après des troubles, Blaise Compaoré au Burkina Faso. Comment est-ce que vous analysez cette situation? 27 ans au pouvoir, on est tenté de toucher un peu, comme d'autres, la Constitution pour rester encore plus longtemps. La rue se révolte. Vous dites quoi? C'est ça, c'est la démocratie. Vous dites quoi? La démocratie dans la mesure que la Constitution prévoit le renouvellement du mandat. Maintenant, quand on fait abus... Ce qui n'était pas le cas au Burkina Faso. Il fallait changer la Constitution. Donc, je peux dire tout simplement que le président, semble-t-il, aurait mal calculé. Parce que même quand on aurait tendance à le faire, il faudrait s'assurer du support de la population. Parce que c'est la voix de la population qui passe. Même quand on dit constitution, c'est le peuple c'est à partir de la volonté du peuple. Et là, s'il ne l'avait pas, ce support, je ne pense pas qu'il aurait dû tenter. On parle déjà de printemps noir, du fait que finalement la rue peut chasser les présidents. Ça doit donner des idées ou des mises en garde à d'autres présidents qui sont tentés, on ne va pas citer la liste ici, ce sera un peu long, en Afrique de changer la Constitution. Vous dites qu'ils doivent faire attention, c'est un exemple, c'est un précédent? C'est pas un précédent. On a vécu ça et chez nous, Duvalier est parti, il était à vie, on a vécu. C'est vrai. La chose, c'est qu'il faut laisser place à la démocratie aujourd'hui. Il faut laisser le peuple choisir et il faut permettre aux idées, aux gens de se renouveler à travers les élections. C'est pourquoi je tiens aux élections. Ouais, vous-même, vous fixez un délai, vous dites, voilà, je fais 2 mandats, la Constitution, après je fais autre chose. Moi, je sais que mon mandat, c'est 5 ans. J'ai le droit de briguer un second mandat après avoir attendu 5 ans. Mais même ce deuxième mandat, je ne suis pas encore sûr que je vais le briguer. Si mon mouvement se perdure à travers une nouvelle équipe, parce que pour moi, c'est l'éducation gratuite. Pour moi, c'est une nouvelle Haïti. Pour moi, c'est une nouvelle société. Pour moi, c'est une Haïti qui se tient debout. Mais vous n'êtes seule. pas président à vie, c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Parfait. C'est ça. Je ne suis pas président à vie. Le Premier ministre d'aujourd'hui pourrait devenir le président de demain? Ça dépend de lui. Et pourquoi pas n'importe qui. Ça dépend de lui et du peuple. Non, ça dépend de lui en termes de vouloir être candidat, de choix être candidat. Maintenant, ça va dépendre du peuple. Le peuple choisira qui il voudra. Mais alors, justement, le peuple, pour l'instant, il n'a pas été en mesure de voter. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent votre démission. Quand vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, est-ce que, quelque part, ça vous fait sentir l'urgence de la situation? Je tiens compte de tout ce qui se passe en Haïti, en ce sens que je suis au courant qu'il y a certaines manifestations. Je suis aussi au courant que ce sont des gens de l'opposition qui exercent une pression sur un pouvoir que je dirais aujourd'hui être très confiant qui jouit de la confiance du peuple. Pas plus tard que samedi soir, jusqu'à 1h du matin, on organise ce qu'on appelle le gouvernement Lacayo, où l'État se déplace, pas l'État, le gouvernement se déplace, tous les ministres, le Premier ministre, le Président. On va dans une ville de province, on va dans un quartier démuni, on s'installe, on passe 2 jours, on dort chez des pêcheurs s'il y a lieu. Et là, on est à l'écoute de la population. Et aussi, on apporte certaines choses à cette population. Donc la proximité entre le président de la République et la population, elle est à son meilleur point. D'ailleurs, c'est ce qui a fait de moi un président. J'étais déjà proche de cette population. Je reste proche d'elle. Oui, il y a des gens qui sont contre. Oui, il y a certaines gens dans les rues qui protestent. Mais il y a une majorité de la population qui sent... D'ailleurs, l'école gratuite, ce n'est pas pour moi, c'est pour cette population. Le transport gratuit, c'est pour elle. Donc, elle a confiance. C'est la première fois qu'on ressent qu'on a un État au service de la population. Donc vous repoussez les critiques selon lesquelles vous voyagez trop, vous faites de beaux voyages en Europe en ce moment par exemple, au lieu de vous occuper de la population. La critique aussi fait partie de la démocratie. Si je n'étais pas en Europe aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce voyage, je ne serais pas sur le plateau avec vous en train de parler d'Haïti. Donc le voyage, lui, a son sens aussi, parce qu'il est important d'éclairer, il est important de rapporter, de raconter au monde et de les mettre en confiance aussi. Cette semaine, à Haïti, s'est rendu un des diplomates américains de haut vol, Thomas Shannon, qui essaye de trouver une solution à l'impasse institutionnelle politique haïtien, au fait que justement, il n'y ait pas eu d'élection, comme prévu le 26 octobre, qu'on ne sait pas s'il y aura des élections en janvier. Vous ne trouvez pas que
quand même curieux qu'un diplomate américain fasse le travail qui serait peut-être le vôtre en tant que chef d'État, de rassembler les différentes forces et de trouver une issue institutionnelle. Haïti, on s'est mis dans une situation où on vit, on a vécu de ce que les amis avaient à nous apporter. Donc ceux qui s'investissent, ceux qui paient, ceux qui s'assurent que la démocratie soit construite, installée au pays, s'intéressent aux affaires du pays. Certainement, c'est pas sous forme de... Ça ne vous embarrasse pas, c'est pas de l'ingérence pour vous, ça? Nous aider à gérer nos problèmes, par exemple, on ne peut pas avoir des élections. S'il y a des gens qui s'intéressent aux élections et qui nous aident à résoudre ce problème, pour nous, c'est une aide, c'est une forme d'aide. Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul chez nous, on n'est pas seul dans la région. Et une Haïti instable, créer une région instable est un voisin instable pour la République dominicaine. Donc on veut d'une Haïti stable. Et qu'est-ce que vous venez chercher ici en Europe? Vous êtes allé en Allemagne, puis en France. Vous rencontrez le président Hollande. L'Haïti qu'on veut construire aujourd'hui est une Haïti qui est ouverte aux affaires. Et je pense, je suis sûr, et ils me le disent, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, ils se sentent plus rassurés quand ils parlent à l'exécutif, que l'exécutif se donne, ou du moins donne la garantie que l'État est là aujourd'hui pour les accompagner, pour créer des conditions attrayantes pour que ces investisseurs viennent à Haïti. Là, je suis venu, pas pour demander de l'argent, pas pour passer un bon moment. Et depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui, chaque heure, c'est une rencontre. Donc, on ne s'amuse pas. J'ai vu le MEDEF international aujourd'hui. Les entreprises françaises. Les entreprises françaises. Il y en a plusieurs qui sont à Haïti. Il y en a qui ont certains problèmes. Qui vont investir chez vous? Il y en a qui s'investissent déjà. En attendant, les dernières évaluations du climat des affaires sont désastreuses pour Haïti, qui est l'un des derniers pays de la liste pour l'environnement des affaires. Désastreuses peut-être par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Je crois que sur 160 pays... Non, il faut voir ce que c'était avant. Jusqu'à... Il y a 2 semaines, pour former une compagnie en Haïti, ça prenait 10 mois. Aujourd'hui, on peut le faire en 7 jours. Politiquement, vous êtes où? Comment est-ce que vous vous situez politiquement? On vous a qualifié de libéral. C'est un terme qui vous convient bien. Vous seriez sur quel positionnement économique? L'État doit régir ou autre entreprise privée? Vous êtes dans quel site? Comment est-ce que vous définiriez? Je dois vous dire que je n'ai jamais été un homme politique. J'ai été un artiste. Et vous êtes président de la République? Je priorise le développement. Ouais. Et je prends soin surtout de ceux qui ont été délaissés pendant ces 200 dernières années. Pas plus tard que hier, c'était en Allemagne, quelqu'un me pose la question, pourquoi le Palais national n'a pas été reconstruit? Ah oui. Le Palais national, je l'admets, c'est un symbole fort, c'est important. Quel président n'aurait pas aimé travailler à partir d'un palais? Mais ce n'est pas l'urgence pour vous? L'urgence, c'est cette population qui ne sait pas, ne comprend même pas ce que ça veut dire quarantaine, être mise en quarantaine. Si on a l'Ebola aujourd'hui en Haïti, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la question... Vous redoutez, par exemple, une épidémie, vous avez eu le choléra, c'est certain. Ebola peut se produire? Culturellement, nous avons aussi des problèmes. En Haïti, celui ou celle qui est malade, et parfois pense qu'il est mangé par le diable. Alors qu'on peut guérir l'Ebola, on peut guérir le choléra, mais culturellement, ils n'iront pas se faire soigner, pensant que c'est une affaire diabolique. Donc là, il y a des choses à faire. Il faut reprendre la formation, l'éducation, le sens du civisme, le sens de responsabilité du citoyen envers l'État aussi. Ce n'est pas seulement l'État qui a... Vous savez qu'en Haïti, est-ce que vous savez qu'en Haïti, la gasoline se vend à meilleur prix, l'essence se vend à meilleur prix qu'on l'achète? Vous achetez tout du Venezuela, et donc vous êtes sous dépendance du Venezuela. On vend à meilleur prix qu'on achète. Ça veut dire qu'on perd. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'en augmentant les coûts, on est conscient que tout va augmenter. Le coût de la vie va augmenter. Et une population qui n'a pas d'emploi
va avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, on est obligé de subventionner. Et c'est pour ça qu'on veut sortir de la logique d'aide, de la logique de don, pour entrer dans l'investissement, dans le développement durable, dans la création de richesses, dans la production agricole, des éléments qui vont relever l'économie et amener vie et espoir à cette population. Revenons sur le problème, si vous voulez bien, de l'état de droit, de l'instauration de l'état de droit et de la reconstruction de la vie politique. Est-ce que vous n'en avez pas fait trop en évoquant, en suggérant que vous demanderiez finalement l'oubli sur les crimes d'Aristide et des Duvalier? Oui. Laissez-moi vous dire, chacun a son choix, chacun mène sa bataille. J'ai gagné les élections, j'ai toujours vu qu'Haïti ressemblait à un pays qui était en guerre. On n'a jamais été en guerre. La guerre, c'était toujours entre nous. On s'est entre déchirés. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas réunir ces leaders autour d'une table? Pourquoi ne pas se pardonner? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas demander pardon? Mais et le pourquoi ne blocage pas se mettre d'aujourd'hui, ensemble de telle sorte que la population elle-même fasse pareil? Parce que c'est ensemble qu'on pourra construire. Un président ne pourra pas construire un pays pour un peuple. Un ministre ne pourra pas construire un pays pour un peuple. C'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une vision du président, des ministres qui agissent, une population qui participe, des partenaires qui comprennent et qui supportent. Est-ce que les Duvalieristes ont encore leur place dans les couloirs des... Est-ce que les Duvalieristes ont encore leur place aux affaires? Donc les pères et fils qui ont été les dictateurs, je rappelle pour nous. Est-ce qu'ils ont leur place dans l'appareil? Est-ce qu'il est normal que le régime ne soit pas finalement poursuivi pour les crimes qui ont été commis? Le régime, comment identifier ce régime? À travers Duvalier, peut-être qu'il n'est plus. Non, il avait tout un entourage autour de lui. Il y a encore des victimes qui demandent que les crimes soient jugés et que Duvalier n'était pas seule personne responsable. Ils savent quoi faire, aller au-devant d'un juge, faire des dépositions et demander justice. L'appareil judiciaire n'est pas bloqué. Au contraire, je viens de vous dire qu'il est devenu indépendant. Il y a un personnage dont je voudrais qu'on parle, Toussaint Louverture. Personnage historique auquel vous êtes allé rendre hommage au fort de Joux dans le Jura, où il était emprisonné par la France et où il est mort. On voit ici les promesses de Toussaint Louverture, qui a affranchi de l'esclavage, la première puissance affranchie de l'esclavage. Les promesses 210 ans après, c'est assez terrible. Quand on voit Saint-Domingue à côté, qui est plutôt florissante, qu'est-ce qui s'est passé en 210 ans pour que les promesses de Toussaint Louverture soient à ce point dévoyées? Bon, justement, c'est une question importante et c'est pour ça que je suis venu c'est ça. Parce que, imaginez-vous qu'en Haïti ou à travers le monde, donc on parlera beaucoup plus de Malcolm X, on parlera beaucoup plus de Martin Luther King, du grand Nelson Mandela. Mais les initiateurs de ce mouvement remontent justement aux années 1791, 1800, 1804, les Dessalines, les Toussaint Louverture. Parce que la révolution haïtienne, qu'on connaît très peu, qui nous a amenés à l'indépendance, c'est elle qui a redéfini le mot liberté. Parce que c'était justement ça, sortir de ces chaînes de l'esclavage. Et pourtant, on ne parle pas de Toussaint. Pourtant, aucun président haïtien n'est allé sur le site. Et vous avez choisi d'aller lui rendre hommage dans ce fort où il a été emprisonné et où il est mort. C'était important. Il faut qu'on puisse s'inspirer de l'idéal de nos ancêtres qui ont mené une bataille qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas mener. Aujourd'hui, nous ne serions pas à même de nous battre contre une petite police, voire une armée. Heureusement, nos pères l'ont fait pour nous. Il a battu Napoléon. C'est dur de l'admettre, mais c'est une réalité. On est devenu indépendant. Alors pourquoi 210 ans après, on en est là? Parce que justement, après cette bataille gagnée, on ne s'est pas mis ensemble pour s'assurer du développement, de l'éducation. Pourquoi c'est 210 ans après qu'un chanteur sort de scène, qu'il s'installe dans la politique et qu'il parle de l'éducation gratuite, sans qu'il n'ait été professeur, sans qu'il n'ait, lui, un diplôme d'une université. Et c'est lui qui pense à l'éducation gratuite. Tout simplement, on n'a jamais priorisé Haïti, on n'a jamais pensé aux plus pauvres, on n'a jamais pensé à élever le niveau, on n'a jamais pensé à protéger ceux qu'on a, on n'a jamais pensé à former un pays ne vaut que par son peuple. Et quand les jeunes, les petits sont dans les rues, l'avenir du pays est dans les rues. C'est pour ça que je veux les enlever des rues, les enlever de prison, les mettre à l'école. Là, c'est la première chose à faire. Et le pire dans tout ça, c'est que les résultats, ce n'est pas pour l'année prochaine. Les résultats, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. C'est pour 30 ans. C'est pour 30 ans.
les résultats. Mais c'est un passage obligé parce que sans des gens capables, sans une population à même de se tirer d'affaire, de pouvoir rêver, vous savez, on n'ira nulle part. On parle de Toussaint Louverture comme héros de Haïti et universel. Il y a d'autres figures en Haïti qui font beaucoup parler d'elles dans le monde entier. Ce sont les écrivains. Il y en a un qui va rentrer sous la coupole prochainement, Dany Laferrière. Il y en a d'autres, Trouillot et beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous expliquez cette capacité des écrivains, cette prolifération d'écrivains de valeur universelle? Ça prouve tout simplement que nous avons des talents. Ce sont des gens qui réussissent, mais ils réussissent seuls. Il n'y a pas une structure là pour supporter nos jeunes Haïtiens. Et on a toute une génération de profs qui sont partis en Afrique, aller refaire l'éducation en Afrique. Et aujourd'hui, nous, en Haïti, parce que ces générations sont parties, on n'a pas reproduit ses capacités, on n'a pas transmis ses connaissances. Donc aujourd'hui, en Haïti, on souffre d'un manque de professeurs. La qualité de l'éducation en Haïti, elle est terrible. C'est maintenant qu'on prend des mesures encore. C'est vrai qu'on a agi sur la question de l'accès à l'éducation. C'est gratuit aujourd'hui, mais la qualité reste un problème. Et ce matin encore, j'en ai parlé au président Hollande. Pourquoi ne pas voir comment on pourrait avoir des professeurs français retraités, ceux qui sont à la retraite, qui viendraient à Haïti, travailler avec nous, on pourrait s'occuper du logement, tout ça, mais il faut... Qu'est-ce qu'il en pense, le président Hollande? Vous êtes d'accord? Superbe idée. Alors, on parle de la France, parlons aussi peut-être de francophonie. Dans un mois, à Dakar, sommet de la francophonie, et une haïtienne d'origine, Michaëlle Jean, qui est canadienne également, qui était gouverneur général, et candidate. C'est la candidate de votre pays. Ça sera un symbole important pour vous? Très important. Il est vrai que... Aujourd'hui, on l'a dit aussi canadienne. Elle a été gouverneure au Québec. Gouverneur général, chef d'État, représentant de la reine d'Angleterre. Mais d'origine haïtienne. On est fiers d'avoir cette jeune haïtienne comme candidate et nous la supportons. Je crois aussi que le Canada fait pareil. Le Québec, le Nouveau-Brunswick et d'autres nations francophones. Pardon? Oui, d'autres nations francophones. Certainement. Est-ce qu'elle va gagner? On le souhaite ardemment. On s'en va à la francophonie. Je crois que c'est novembre. Donc on y sera et on a fait la plaidoirie aussi auprès de plusieurs présidents africains qu'on a rencontrés. On lui souhaite déjà bonne chance. D'ailleurs, avoir une femme... ça serait une première, pour succéder au président Diouf. Michaëlle Jean, c'est aussi une fille d'exilés du temps de la dictature des Duvalier. C'est aussi une femme qui a des convictions politiques, qui estime que l'impunité, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous pensez que la francophonie doit s'occuper de ces questions politiques? Je partage son opinion. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, s'il y a des violences dans la rue, la justice peut agir. Parce que l'impunité, ce n'est pas tout simplement celui qui tue, c'est celui qui vole un bœuf aussi, c'est celui qui viole une jeune fille, c'est celui qui bat son épouse. Ils doivent être pris en compte par la justice. Et ça aussi, c'est l'impunité. Et j'appuie la position de Mme Michaëlle Jean. C'est pour ça que, sur la question des femmes particulièrement, aujourd'hui, quoique la Constitution impose un taux de 30% de femmes dans les affaires de l'État, on est à 44%. C'est pour ça qu'on a mis sur pied la question de la maison des femmes. Quand les femmes sont violées ou battues, elles ont un endroit où aller et faire une déposition et être prises en compte. Donc, on s'occupe de ce genre de questions. Est-ce que cette diaspora haïtienne, si nombreuse, pas seulement en France, mais aussi en Amérique du Nord, est-ce qu'elle est uniquement un handicap, une fuite de cerveau, ou est-ce que c'est aussi un atout pour Haïti? C'est un atout pour Haïti. Premièrement, la diaspora, quand elle s'en va, elle s'intègre. Elle fait partie de l'économie là où elle est. Elle rentre dans la construction. Là, le gouvernement américain a évalué, pas le gouvernement, je ne sais plus, on a évalué. Aux États-Unis, on a évalué à 142 milliards de dollars les épargnes de la diaspora. Donc la diaspora, la chose, c'est que pour Haïti, la façon dont elle s'investit en Haïti, on pense qu'elle pourrait faire mieux. Parce que chaque membre de la diaspora s'occupe de sa famille. Alors apprendre ce qu'elle représente, cette diaspora, en termes de connaissances, en termes de pouvoir économique, si elle s'investissait dans des projets de grande envergure, quand on dit 142 milliards de dollars, si cette diaspora investissait 10%, pour ne pas dire 5% de ce montant en Haïti, on verrait très précieuse pour vous. On verrait une différence. C'est plus Malibo. Et on parlait de la condition des femmes. Et ce que les études ont montré, c'est que dans le chaos du séisme, il y a eu beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a eu des viols, il y a eu des grossesses non désirées.
désirer, etc. Et il y a quelque chose dans la Constitution en Haïti qui empêche l'avortement. Est-ce que ce genre de dossier sensible, vous pourriez y toucher? Parce qu'il y a des avortements clandestins qui se pratiquent dans des conditions exécrables. Certainement. Le dossier est sensible, mais il y a plusieurs façons de l'aborder. Faire un recensement en Haïti, c'est difficile. Donc, vous dire qu'on pourrait même savoir où se fait un avortement, ça peut aussi être difficile. Par contre, quand on a vu l'état des camps, quand on a compris que ces camps étaient aussi des refuges pour des bandits, pour des gens qui s'adonnaient à violer des femmes, on s'est défait de ces camps. On s'est arrangé pour construire certaines maisons, on s'est arrangé pour réaménager celles qui étaient pas détruites, mais endommagées. Vous savez, et on a loué des espaces pour des gens pour faire en sorte que ces camps n'existent plus. Donc, on a traité le problème en amont. Vous savez, on a... Mais l'avortement reste une question taboue? Pour moi, c'est une question de choix. Personnel? Choix personnel. Mais c'est interdit par la Constitution. C'est interdit dans la loi. C'est interdit par la loi. Il faut changer la loi? Je vous parle de moi. Mais est-ce qu'il faut changer la loi, Monsieur le Président? Bon, ça dépend des parlementaires. On pourrait proposer, si quelqu'un vient avec un argumentaire, je vous dis que pour moi, c'est une question de choix. Donc vous ne tranchez pas cette question? Je ne tranche pas. Mais il y a des femmes qui, pour l'instant, les femmes qui se font avorter après un viol. Je suis pour la vie. Mais la femme, parce que vous savez, des fois, quand je parle aux mères, celles qui vivent dans les conditions les plus inhumaines, je vois une femme pauvre qui me dit qu'elle a 18 enfants. Là, je pense que c'est se tuer. C'est se donner une balle dans la tête, se tirer une balle au pied. Parce que si elle n'a pas accès à la contraception... Quand on n'a pas un sou et qu'on se permette d'avoir 18 enfants, c'est cultiver la pauvreté, c'est créer la misère. C'est sans doute pas son choix d'avoir 18 enfants, et les femmes violées, c'est certainement pas leur choix. Non, là, 18 enfants, c'est pas 18 viols. On ne parle pas de 18 viols. Je parle de femmes... Mais il y a le viol et puis il y a d'autres pratiques qui font que... Le viol existe partout. Ce sont des caractères particuliers. Mais il est condamné dans bien des pays. C'est pour ça que je vous dis qu'une mère qui a 18 enfants n'est pas violée 18 fois. Non. Et peut-être même pas une fois. Parce que le viol... Mais a-t-elle accès à la contraception? A-t-elle accès à un environnement d'information? Certainement. Ouais. Peut-être moins information que contraception. Parce qu'il y a des programmes... de planning familial, justement, pour accompagner les jeunes et les femmes. Vous devez comprendre que c'est pour ça qu'on veut relever le niveau économique en Haïti, parce que c'est une question de prise de responsabilité, de prise de conscience. Certains parents admettent que leur jeune fille de 16 ans couche avec, un exemple, un membre des forces onusiennes. Pourquoi? Parce que c'est une question d'argent. Pourquoi vous choisissez l'exemple d'un membre des forces onusiennes? Il y a déjà beaucoup de griefs contre l'ONU. Non, c'est un exemple que je prends. La raison, c'est que quand on voit un agent de cette force, on pense qu'il a de l'argent américain, il a plus de moyens, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas, je suis un de ceux qui supportent cette force pour ce qu'elle a fait pour Haïti. En 2004, on était dans le chaos, et c'est à l'arrivée de cette force qu'on a pu rétablir la paix. Et c'est pour ça que je demande un retrait programmé de la MINUSTAH, pas qu'on la chasse du pays. J'apprécie le travail qui est fait, je le dis haut et fort à ma population et à la MINUSTAH. Et un retrait programmé, dans quel délai, Monsieur le Président? Pendant combien de temps encore les casques bleus resteront en Haïti? Ils avaient prévu de commencer en juin 2015 et de finir d'ici fin 2016, si je ne me trompe. Mais certainement, il y aura peut-être quand même certaines groupuscules qui resteront, les petits groupes qui resteront pour regarder, gérer, s'assurer que ça soit bon. Mais en gros, les forces militaires et les forces de police s'en iront. Michel Martelly, merci d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Vous n'étiez pas, vous le dites vous-même, destiné à devenir président. Vous dites j'étais chanteur, etc. Le jour où vous quitterez le pouvoir, un jour ça arrivera, qu'est-ce que vous voulez avoir changé en Haïti? Qu'est-ce qui devra avoir changé? Qu'on dise la marque de Martelly, c'est d'avoir fait ça. C'est quoi le ça? Bon, d'abord, changer de cap avec Haïti. Haïti n'allait nulle part, on s'enfonçait dans un trou. Changer de cap, c'est ça, ensuite. Changer de cap. Non, déjà l'espoir, c'est beaucoup. Rétablir la confiance entre les partenaires et Haïti, c'est beaucoup. Rétablir la confiance entre la population et l'État, c'est beaucoup. L'école gratuite pour les enfants, c'est beaucoup. Et le tourisme, avoir pu faire revivre ce secteur, c'est beaucoup. Donc, beaucoup est fait.
Il reste encore beaucoup à faire, mais je crois déjà en 3 ans avoir beaucoup fait. Après, peut-être que je me donnerai à la musique, qui sait. Vous retournerez dans ce cas à la musique. Merci Michel Martelly, président d'Haïti, d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup à faire, si je puis dire, vous le disiez vous-même. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre invité dans International. Merci.